Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une nouvelle réglementation financière, et pas n'importe laquelle, celle qui régit la manière dont l'argent entre et sort des 8 pays de l'UMOA. C'est un peu le nouveau mode d'emploi des flux financiers de la région. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces règles. Ensuite, on verra qui sont les principaux acteurs concernés. Puis, on analysera l'impact sur les affaires de tous les jours et sur les plus gros investissements. Et pour finir, on regardera qui est chargé de faire respecter tout ça. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie. La question est simple, mais elle est fondamentale. À quoi sert toute cette réglementation ? Eh bien, en fait, tout est une question d'équilibre, un exercice de haute voltige pour une union monétaire. Et voilà le cœur du défi. C'est un vrai casse-tête, finalement. D'un côté, il faut absolument attirer les entreprises, les capitaux étrangers, mais de l'autre, il est vital de protéger la stabilité de la monnaie commune. Alors, comment on fait ? La réponse, c'est que le but n'est pas du tout de freiner le business. Au contraire, l'idée, c'est de créer un système transparent et contrôlé pour gérer les flux de devises. Pourquoi ? Pour protéger les réserves de change de toute la zone, ce trésor de guerre économique géré par la BCEAO. C'est en quelque sorte un bouclier pour la santé économique de toute l'Union. Bon, passons à la suite. Pour que ces règles puissent s'appliquer, la réglementation divise le monde en deux grandes catégories. Et c'est vraiment la clé de tout le système, parce que les obligations ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on appartient à l'une ou à l'autre. Et tout ce système, en fait, repose sur une seule et même notion, un concept absolument central, le centre d'intérêt économique prédominant. À partir de là, la ligne de démarcation est très simple. Si le cœur de votre activité économique se trouve à l'intérieur de la zone UMOA, vous êtes considéré comme un résident. S'il se trouve à l'extérieur, vous êtes un non-résident. C'est aussi simple que ça, mais ça change tout. Très bien. Maintenant qu'on a bien cette distinction en tête, la question logique c'est, concrètement, qu'est-ce que ça change pour les affaires de tous les jours ? Disons, pour importer des marchandises ou exporter des services. Alors, pour ce qu'on appelle les opérations courantes, donc le commerce, les services, les revenus, le principe de base, c'est la liberté. Mais attention, c'est une liberté encadrée. Chaque paiement doit être justifié et surtout, il doit obligatoirement passer par un intermédiaire agréé. Et pour les résidents, il y a 3 obligations qui sont vraiment le cœur du système. Premièrement, la domiciliation. Il faut déclarer ces transactions importantes auprès d'une banque. Deuxièmement, le rapatriement. Tout l'argent gagné à l'export doit revenir au pays. Et troisièmement, la cession. Ces devises étrangères doivent être échangées en francs CFA via les canaux officiels. Et ce processus est une mécanique bien huilée. L'exportateur reçoit ses devises, il les vend à sa banque, qui elle-même les revend à la banque centrale, la boucle est bouclée. C'est ce flux constant qui garantit que les devises gagnées par les entreprises viennent alimenter et renforcer les réserves communes de toute l'Union. Ok, on a vu les affaires courantes, maintenant on passe à la catégorie supérieure, les mouvements de capitaux. Là on ne parle plus d'échanges quotidiens, mais des grosses opérations, comme les investissements directs ou les prêts importants. Et là on voit très clairement une politique à 2 vitesses. Pour les non-résidents qui veulent investir dans la zone UMOA, la porte est grande ouverte, c'est encouragé. Par contre, pour un résident qui veut investir en dehors de la zone, là les choses se compliquent, les contrôles sont bien plus stricts. Et ce contrôle strict, il s'articule autour d'un chiffre qu'il faut absolument retenir dans cette section de la réglementation. Alors, que signifie ce chiffre ? C'est une règle très forte. Ça veut dire qu'une entreprise résidente qui veut, par exemple, acheter une société à l'étranger, doit trouver au moins 75% du financement de cette opération à l'extérieur de la zone UMOA. Elle ne peut utiliser que 25% de ses propres fonds locaux. L'objectif est clair, limiter les sorties de capitaux de l'Union. Bien sûr, un système aussi détaillé pour qu'il fonctionne a besoin d'arbitres, de gardiens du système, alors qui est chargé de faire appliquer toutes ces règles sur le terrain ? En fait, la supervision est organisée sur 3 niveaux. Tout en bas, en première ligne, on a les banques, les intermédiaires agréés. Ce sont eux qui sont au guichet. Au-dessus, pour chapeauter tout ça, on trouve la BCEAO, la Banque centrale. Et enfin, tout en haut de la pyramide, pour les décisions les plus stratégiques, comme les autorisations d'investissement à l'étranger, c'est le ministère des Finances qui a le dernier mot. Mais attention, malgré tous ces contrôles avec l'extérieur, il est crucial de se souvenir de ce principe fondamental, inscrit noir sur blanc dans le règlement lui-même. Et c'est ça qui résume parfaitement toute la philosophie du texte. On a en fait 2 zones bien distinctes. D'un côté, à l'intérieur de l'UMOA, un grand marché unique où les capitaux circulent librement. Et de l'autre,
des frontières financières avec le reste du monde, où tout est soigneusement contrôlé. L'objectif final de cette double approche, c'est bien la stabilité collective. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour conclure. Ce cadre, qui est quand même très protecteur, est-il un bouclier indispensable pour la stabilité économique de la région, ou est-ce qu'au contraire, il risque de devenir un frein pour les ambitions des entreprises de l'UMOA qui veulent conquérir le monde? C'est tout l'enjeu de cet équilibre fragile entre contrôle et ambition qui façonnera l'avenir économique de la région.